Patrick, bonjour. Bonjour Vincent. Alors l'inflation préoccupe véritablement les marchés aujourd'hui et ce thème de l'inflation divise les économistes. On en a deux de renom, Larry Summers et Olivier Blanchard, qui estiment que le plan de relance Biden de 1900 milliards de dollars comporte un risque inflationniste majeur. Est-ce que vous êtes de cet avis ou pas? Non, non, je ne suis pas de cet avis. Alors, qu'il y ait transitoirement un petit peu plus d'inflation aux États-Unis ou même en Europe, parce que le prix du pétrole a monté, que les prix des autres matières premières ont monté, il y a des effets de base bizarres dans les calculs des indices de prix. Oui, mais je ne crois pas du tout qu'il y ait de risque inflationniste profond. Je vais vous donner quatre arguments. Le premier argument, c'est que on n'a toujours pas de changement du fonctionnement du marché du travail. Le marché du travail marche comme il y a 2 ans. Il n'y a pas eu de réforme du marché du travail, il n'y a pas eu de hausse du salaire minimum aux États-Unis. En 2019, on était radicalement au plein emploi et pourtant, il n'y avait pas d'inflation. L'inflation sous-jacente était inférieure à 2%, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Donc, tant qu'on a le même fonctionnement du marché du travail, il n'y a pas de raison que l'inflation revienne au moins des salaires. Le deuxième argument, c'est que on est dans une situation qui est beaucoup plus de sous-emploi que ce que montrent les chiffres du chômage. Mhm. D'abord parce qu'il y a des chômeurs déguisés dans les programmes de chômage partiel, etc. Et puis parce que le taux de participation a beaucoup baissé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi et qui sont complètement sorties du marché du travail. Donc en réalité, ça sera assez long de revenir à un taux d'emploi normal. Il y en a pour 2 ou 3 ans au moins, donc on est très très loin d'être sorti de la situation de sous-emploi qui normalement ne fait pas augmenter les salaires. Le troisième argument, c'est qu'on a aux États-Unis, là on est surtout sur le cas américain, un équilibre qui n'est pas dans le passé un équilibre d'inflation. Qu'est-ce qui se passe quand on relance la demande aux États-Unis? On fait du déficit extérieur. Et tant qu'on peut faire du déficit extérieur, il n'y a pas d'inflation. Je suis américain, je veux consommer plus, on importe ce que je consomme, et ça ne fait pas monter les prix, ça fait juste des imports. Donc l'ajustement ne se fait pas par les prix, l'ajustement, il se fait par la dégradation du commerce extérieur des États-Unis. Donc pour relancer la relance budgétaire, c'est une relance des importations. Bah, d'ailleurs, c'est ce que, enfin, c'est très bien ce que dit le FMI ou l'OCDE, parce que le FMI ou l'OCDE nous disent, en fait, ça va surtout profiter au reste du monde. Hein, c'est une relance du commerce mondial, parce que les Américains, comme on le sait, importent énormément quand leur demande intérieure est forte. Et puis le quatrième argument, c'est que depuis 40 ans, chaque fois qu'il y a une reprise économique aux États-Unis, aussi bien les marchés financiers que les ménages américains croient que l'inflation revient, et ils se trompent à chaque fois, mais à chaque fois, ils anticipent le retour de l'inflation. Donc on a toujours une espèce d'overshooting de l'inflation dans les phases de reprise économique. Et puis après, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'inflation et l'inflation anticipée redescend. Donc ce qui se passe aujourd'hui, et c'est passé à des tonnes de fois dans le passé. La dernière fois, c'était après la mini-récession de 2016, et puis ça a été le cas en 2011-2012, et c'était le cas en 2003-2004, et c'était le cas en 97-98. Enfin, donc c'est assez fréquent. Donc les marchés financiers croient toujours que l'inflation revient parce qu'ils voient des chiffres de croissance très forts. Hein. Mhm. On dit 7% de croissance aux États-Unis, c'est possible. Simplement, même avec 7% de croissance, à nouveau, on va rester dans une situation de fort sous-emploi. Voilà, donc je ne crois pas qu'il y aura beaucoup d'inflation. On va sans doute, d'ailleurs c'est ce que dit la Réserve fédérale qui curieusement n'est pas écoutée, on va sans doute aux États-Unis avoir une inflation qui va rester un peu en dessous de 2% pour l'inflation sous-jacente pendant plusieurs années, et en Europe autour de, un peu au-dessus de 20%, disons, pendant plusieurs années, ce qui est aussi d'ailleurs ce que dit la BCE. Est-ce que tout de même les chèques distribués aux Américains, aux ménages américains, ne vont pas avoir un impact à un moment ou à un autre sur la consommation? Même si, durant la crise, en fait, on a vu que cet argent était plutôt employé à de l'épargne Oui, additionnelle. oui. Ben alors on a plein d'enquêtes très détaillées sur ce que les Américains font. Hein. Alors d'abord, les enquêtes montrent que le supplément de consommation, c'est surtout quelque chose que font les Américains aux revenus élevés. Hein, donc c'est là qu'on voit une consommation qui est forte en réponse et pas chez les Américains les plus pauvres. Les Américains les plus pauvres, ils ont des loyers en retard, ils ont toutes sortes de factures en retard, ils sont endettés sur leur carte de crédit, il faut qu'ils se désendettent et ils vont marginalement consommer. Et puis à nouveau, si cette consommation, elle peut être importée, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce qui serait inflationniste aux États-Unis, ça serait une énorme concentration de la consommation sur un petit nombre de services qui ne peuvent pas être importés. Si les Américains décident de dépenser leur chèque de 1400 dollars tous chez le coiffeur, c'est clair que les prix des coiffeurs vont monter. Ce n'est pas ce qu'on voit dans les chiffres, hein, c'est beaucoup plus étalé, etc. Ou l'impossibilité d'importer.
Donc s'il y avait un protectionnisme massif aux États-Unis, ça serait inflationniste parce que la consommation ne pourrait pas être satisfaite par des imports. Mais vous voyez ni l'un ni l'autre. Donc honnêtement, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la dégradation du commerce extérieur. Le déficit extérieur des États-Unis, il est passé de 40 à 80 milliards de dollars en un an, il continue à s'aggraver. Et donc on fait venir aux États-Unis les produits que les Américains veulent acheter. Est-ce que vous n'oubliez pas dans votre raisonnement tout de même l'impact que pourraient avoir encore les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, justement sur toutes les importations, le prix des importations, puisque finalement les usines du monde sont de l'autre côté, plutôt en Asie. Et donc, si on a une demande qui se réveille parce que l'économie s'ouvre à nouveau, on ne pourrait pas avoir une poussée inflationniste assez forte à ce moment-là via les produits importés? Oui, deux choses. D'abord, l'inflation, quand même, pour 90%, c'est les salaires. Hein, quand vous regardez le Japon, c'est comme très intéressant. Tout ce qu'on dit là, le Japon, c'est vieillissement démographique, sans immigration. Fukushima a une grande crise de l'énergie, la disparition du nucléaire, des problèmes de chaîne de valeur, etc. Et zéro inflation, sauf quand ils font bizarrement des hausses de TVA, parce que simplement les salaires n'augmentent pas. Donc, si vous voulez, il y a plein de mécanismes qui peuvent être un petit peu inflationnistes. Mais il faut comprendre qu'au premier ordre, l'inflation, c'est ce qui se passe sur le marché du travail, c'est les salaires. Aujourd'hui, aux États-Unis, les salaires ont beaucoup ralenti. Évidemment, il y a beaucoup de chômage, quoi. Et ils n'ont aucun symptôme pour l'instant de réaccélération. Hein. Donc, honnêtement, pour prévoir l'inflation, le plus simple, c'est de regarder les salaires, quoi. Le reste, à nouveau, c'est du deuxième ou du troisième ordre. Hein. Alors, je veux bien que la crise des semi-conducteurs, ça fait monter un tout petit peu les prix. Oui, on est dans le deuxième ordre par rapport au phénomène de masse, c'est que les salaires aux États-Unis augmentent d'1,5 point par an de moins que ce qui était le cas avant la crise, quoi. La transition énergétique ne pourrait pas avoir un impact Ah oui. inflationniste majeur? Non, alors maintenant, Vincent, là, on a parlé de l'inflation de 2021, de 2022, peut-être de 2023. Si vous parlez de l'inflation de 2030, on est sur un autre sujet. Alors, c'est peut-être 2028. Parce que vieillissement, qui quand même normalement crée des tensions sur le marché du travail, hein, parce que, effectivement, transition énergétique, où on va mettre des énergies renouvelables qui sont plus chères, et beaucoup plus chères à cause de l'intermittence, parce que probablement une volonté de relocaliser les chaînes de valeur, et peut-être qu'à cet horizon, on aura effectivement des fortes hausses des plus bas salaires. Le salaire minimum à 15 dollars aux États-Unis, pour l'instant, c'est repoussé, ça viendra peut-être. Hein, et en Europe, il y aura une demande de revalorisation des bas salaires. Donc mon sentiment, si vous voulez, c'est que par rapport aux anticipations de marché, qui est en gros qu'il va y avoir 2,5% d'inflation aux États-Unis de façon très plate dans les 10 prochaines années, et en Europe 1,5% de façon très plate, les marchés plutôt surestiment l'inflation à court terme, des 3 prochaines années, et plutôt sous-estiment l'inflation de long terme. Donc moi je crois plutôt qu'aux États-Unis, on va être entre 1,5 et 2 pendant 2-3 ans, et pas à 2,5 ou plus, mais qu'on est peut-être à 4% dans 10 ans. Hein, donc c'est plutôt ça la réalité. Donc le risque inflationniste à long terme, c'est quelque chose qui existe, parce qu'il y a plein de facteurs structurels, y compris le facteur central, on l'a dit avant, qui est qu'il y aura une demande sociale de revalorisation des bas salaires dans beaucoup de pays, et que ces bas salaires étant des salaires d'emploi de service, ça sera inflationniste. Bon, mais là, c'est pas maintenant. Hein, voilà. Alors, par contre, si vous parlez à un assureur vie, évidemment, l'inflation dans 10 ans, ça l'intéresse. C'est pas ça que regardent les marchés. Les marchés regardent l'inflation dans 6 mois. Hein. Mais dans une logique d'investisseur, l'inflation dans 10 ans, si elle revient, c'est quelque chose qui est très important. Oui, enfin, je veux bien croire à l'inflation dans 10 ans, mais pas à l'inflation en 2022. Alors revenons au marché, justement, puisqu'ils ont une vision à plus court terme, plus immédiate. Ils se préoccupent de l'inflation. Vous êtes en train de nous dire qu'en fait, leur crainte est exagérée à court terme. La traduction de tout ça aujourd'hui dans les perspectives de marché, quelles sont-elles? Quelle est-elle? Alors clairement, on voit bien, d'abord, toute l'inflation anticipée de marché a monté de plus de 100 points de base aux États-Unis. On est vers 2,6 pour les swaps d'inflation. Et puis évidemment, on a eu une bosse des taux longs qui est parallèle à la bosse de l'inflation. Donc le 10 ans se promène entre 1,6 et 1,7 suivant les jours. Aux États-Unis, on a gagné plus de 100 points de base en quelques mois. En Europe, il y a eu une petite hausse des taux qui est juste de la corrélation avec les États-Unis. Et puis, assez curieusement, quand vous regardez les anticipations de marché, c'est complètement lié à l'inflation, les marchés pensent que la Réserve fédérale va remonter ses taux en 2022, probablement 4 fois de 25 points de base. Alors que la Réserve fédérale passe son temps à dire qu'ils ne le feront pas.
Donc finalement, c'est peut-être ça le plus surprenant. Les marchés sont relativement à l'écoute de la BCE. Quand la BCE dit ah ben nous on est parti sur une trajectoire de soutien de l'économie sur très longtemps, les marchés disent ok, la BCE va faire ça. Et donc personne n'anticipe une remontée des taux de la BCE. Les taux longs européens ils remontent un peu, mais à nouveau c'est juste mécanique quoi. Et alors aux États-Unis on n'écoute pas la Réserve fédérale. Et quand la Réserve fédérale dit ah ben alors la première remontée des taux c'est 2024, les marchés disent non c'est 2022. Ça c'est quand même assez étonnant. Il y a un problème de crédibilité de Powell. Je veux dire, il n'arrive pas à convaincre les marchés que non, il ne montera pas les taux l'année prochaine. Alors il y a un problème peut-être de crédibilité de Powell, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème d'énormité du plan de relance? Oui, mais à nouveau, on peut faire une énorme relance aux États-Unis. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le passé, c'est arrivé assez souvent que la croissance américaine soit beaucoup supérieure à la croissance de la zone euro. La dernière fois, c'est 2010 à 2014. La zone euro est à nouveau en récession. Et les États-Unis sont en plein boom. Et les taux d'intérêt américains n'ont pas monté. Ils ont monté transitoirement quand la Réserve fédérale a annoncé qu'elle allait sortir du quantitative easing en 2014. Mais avant ça, ils n'ont pas monté. Et ce qui s'est passé, c'est dégradation du commerce extérieur. Il n'y a pas eu d'inflation aux États-Unis. Et voilà, donc si vous voulez, on est dans une... Et puis les États-Unis croissent plus que l'Europe aussi de 2002 à 2006. Taux d'intérêt sont un peu plus élevés, mais surtout ce qui se passe, c'est le commerce extérieur. Donc à nouveau, il faut comprendre qu'on est dans un monde d'une économie très ouverte. Donc si un pays a plus de croissance que les autres, l'essentiel de ce qui va se passer, c'est que son commerce extérieur va se dégrader. Donc ce à quoi il faut s'attendre, et ce que les marchés financiers devraient regarder de près, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a une énorme dégradation du commerce extérieur des États-Unis. C'est ça qui va se produire. Ça pose des questions d'ailleurs sur les marchés, des questions sur le dollar, les flux de capitaux. Et pour les économistes, ça pose des questions sur le système monétaire international. Est-ce qu'il peut résister à une nouvelle énorme accumulation de dette extérieure des États-Unis ? Les taux à 10 ans américains, vous ne les voyez pas dépasser donc les 2%? Alors je pense qu'à un certain moment, la Réserve fédérale va quand même passer des messages en disant ça suffit. Ils sont assez différents de la BCE. C'est-à-dire que le 10 ans à 1,7, la Réserve fédérale ne considère pas du tout que c'est un problème. Rappelez-vous que la croissance nominale des États-Unis cette année, ça va être 9%. Donc avoir des taux à 10 ans à 1,5, 1,7 ou 1,9, honnêtement, ça n'a strictement aucune importance. Déjà, il faut quand même relativiser tous les messages négatifs, parce que dans une économie qui croît de 9%, on n'est pas à 20 points de base sur les taux. De toute façon, ils sont monstrueusement plus bas que la croissance, ce qui veut dire que ça n'a aucun effet ni sur les marchés d'actions, ni sur rien en réalité. Et deuxièmement, la Réserve fédérale a plutôt la position qu'à ce stade de la reprise économique, c'est pas mal que la courbe des taux se quantifie un peu. C'est bon pour les banques, c'est bon pour les fonds de pension, c'est bon pour les assureurs. Ça passe un message plutôt optimiste. Donc ils ne se battent pas du tout pour l'instant. Ils n'ont rien fait pour l'empêcher pour l'instant. On voit même qu'ils ont pris des mesures un peu techniques sur les banques qui en fait vont plutôt amplifier le mouvement. Puisque les banques doivent maintenant compter dans ce qui compte pour leurs réserves, les T-bills qu'elles détiennent, etc. Donc ils sont assez contents finalement avec une remontée raisonnable des taux d'intérêt. C'est pas du tout quelque chose, ça se fait pas malgré la Réserve fédérale, ça se fait parce qu'ils sont d'accord. Alors on peut poser la question autrement, pourquoi est-ce que la BCE n'accepte pas une quantification de la courbe des taux européenne qui est en plus une zone qui se finance entièrement par les banques, donc qui serait bonne pour les banques, qui les aiderait à faire du crédit. Pourquoi est-ce que la BCE est bloquée sur cette question des taux? Moi, je pense que c'est la Réserve fédérale qui a raison. À ce stade de la reprise économique, on peut laisser les courbes des taux se quantifier un peu, ça a plutôt que des avantages. Donc la Réserve fédérale, pour l'instant, n'empêche pas les taux d'intérêt de remonter. Bon, quand ils arriveront à 2, probablement, ils vont dire, bon, ça suffit, voilà, on est à 2, ça nous va. Donc je pense que les taux américains vont aller à 2, puis qu'ils vont y rester, quoi. Ou qu'ils vont même redescendre un peu au moment où on s'apercevra qu'il n'y a pas vraiment de risque inflationniste. Donc jusqu'à ce qu'on arrive à ce moment où la Réserve fédérale dira bon, ça voilà. Suffit, on aura de la volatilité sur les marchés actions. Oui, mais les gens, à nouveau, enfin, tous les investisseurs raisonnables comprennent que la perspective de croissance aux États-Unis, c'est en volume 7% cette année, 5 ou 6% l'année prochaine, que les profits cette année vont remonter de 25%. Il n'y a aucune raison que d'avoir du 10 ans à 2% et quelque effet négatif que ce soit sur les actions. Et la Réserve fédérale passe aussi le message qu'elle continue son programme d'achat d'obligations, donc il n'y a pas de réduction de la liquidité en dollars, qui est un autre sujet. Parce que là, on affecte les fonds avec du levier, on affecte les opérations d'M&A, etc. Pour l'instant, il n'y a aucune restriction non plus de la liquidité en dollars.
Donc tous ceux qui sont investis en actions doivent le rester. Ah oui, oui, moi je pense même qu'on est qu'au début de la hausse des marchés d'actions. Elle irait jusqu'à où alors? Ah bah, d'abord, c'est quand même plus d'abord en Europe qu'aux États-Unis, hein. Mhm. Enfin, vous êtes dans un monde où la reprise est devant nous. On est à des années-lumière du plein emploi, je le disais tout à l'heure. Les banques centrales vont rester expansionnistes. Les taux d'intérêt sont massivement plus bas que les taux de croissance. Les profits des entreprises se redressent. Et finalement, les bilans des entreprises ne sont pas tellement dégradés. Ils sont beaucoup moins dégradés que ce qu'on voit. Les taux de défaut des entreprises diminuent en ce moment. On a passé le pic des défauts. Alors que tout le monde nous annonçait un pic des défauts abominable à la fin de l'année. Les agences de rating ont complètement changé de perspective. Voilà, donc on a quand même... Il n'y a rien aujourd'hui qui est négatif pour les marchés d'actions. Alors bien sûr, il y a quelques secteurs qui souffrent encore énormément, quoi. Il y a la restauration, le transport aérien, ça va d'ailleurs s'arranger progressivement. Et c'est un autre facteur d'amélioration, c'est que les secteurs qui souffrent, dans la seconde moitié de l'année, vont commencer à se redresser. Donc je crois qu'on est qu'au début du rallye action. Écoutez, on suivra ça de très près. Et puis on va discuter dans une prochaine émission, en effet, de cette question du déficit extérieur américain que vous voyez a priori s'accroître sensiblement dans les mois qui viennent et de l'impact que ça pourrait avoir sur les marchés financiers. Patrick, merci. Merci Vincent.